En commençant par vous, Edouard Van Kiel, je vais vous demander de nous rejoindre. Vous êtes officier des politiques intégrées de l'eau et vous travaillez pour le gouvernement flamand. Et à vos côtés, je crois, Madame Barbet, Frédéric Barbet. Peut-être installez-vous sur les petits fauteuils bas. Frédéric Barbet, vous êtes adjointe au directeur de l'institution des Wateringues, qui est présidée par Monsieur Ringot. Monsieur Van Kiel, le gouvernement flamand a lancé il y a quelque temps un projet fort intéressant qui s'appelle Coastal Vision. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'une étude prospective qui est basée sur différents scénarios de montée des eaux. Monsieur Ménard rappelait les chiffres déjà de la montée des eaux ces dernières décennies sur nos littoraux. Vous avez travaillé sur des scénarios à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et sur quel constat vous faites face à ces phénomènes de réchauffement climatique? Monsieur Van Kiel. Oui. Bonjour. Ça fonctionne comme ça? Oui. Donc, je vais vous parler du projet Coastal Vision. C'est un projet pour protéger notre côte belge les prochaines 100 ans et plus. Est-ce que je peux utiliser ça pour... Oui, normalement elle fonctionne, on l'a indiqué comme... Ouais, il faut peut-être bien se tourner vers surtout l'ordinateur, plutôt voilà, vers Vincent Langans, et pas vers l'écran. Ok, donc, première étape, c'est de voir ce qui est l'élévation de la mer qu'on expecte en 2100. Et voilà, on voit ici différents scénarios de climat. C'est pas moi qui fais ça, je ne sais pas qui fait ça. Donc on a étudié différents scénarios du GIC. Le SSP1, c'est qu'on reste sous le 1,5 degré, comme l'accord de Paris. Hein? Le SSP2, ça c'est le scénario quand la mer, quand tout le monde fait ce qu'on a promis déjà maintenant, mais ça signifie encore 2 à 2,5 degrés d'élévation. Et le SSP5, ça c'est le business as usual, ça c'est le scénario de maintenant. Vous voyez les chiffres pour 2100 et 2150, et vous voyez que pour l'année 2100, ça c'est entre 30 cm et 140 cm. Ça c'est l'intervalle de la probabilité, ça veut dire que 66% des résultats des modèles, c'est entre ces deux chiffres, mais il y a des résultats plus bas, et il y a aussi des résultats plus hauts, et il y a des résultats qui sont 2 mètres et même 3 mètres en 2100 déjà. Pour l'année 2150, vous voyez que dans l'intervalle de la probabilité, donc les 66% possibles, c'est entre 30 cm encore et 5 mètres. Donc ça c'est vraiment un très grand intervalle. Donc c'est pour ça qu'on voit pas seulement pour les scénarios ou les solutions pour 1 mètre d'élévation de la mer, mais aussi 2 mètres et 3 mètres. Continuez. Voilà, vous voyez ça. Prochaine. Voilà, on peut. Bon, j'ai déjà dit ça. C'est pour ça qu'on a fait un co-création projet de recherche les 2 années en avant. L'événement de clôture, c'était le 9 mars, donc c'est très fraîche. Et la deuxième phase commencera demain, probablement. On a fait beaucoup de réunions. Je ne vais pas expliquer tout en détail, mais continuez, si c'est possible.
ne marche pas. Elle est un peu capricieuse, la télécommande. Voilà. Ok, donc on a, avec 90 parties prenantes, on a formulé un cadre des ambitions. On a formulé 4 ambitions. Donc on veut pas seulement protéger notre côte, mais on veut aussi que ça sera sur un accès de l'avenir. Donc ça veut dire l'accès d'avenir pour l'économie, pour l'écologie, pour le système physique, tout ça. Mais troisième ambition, c'est que ça est aussi attractif. On ne va pas mettre des murs de béton, on veut que ça soit attractif pour les touristes et tous les gens qui vivent à la côte. Et évidemment, ça doit être faisable. Les coûts, c'est évidemment très important, mais aussi que c'est faisable en termes physiques. Est-ce qu'il y a assez de sable, par exemple? On a formulé 15 sub-ambitions et pour chaque sub-ambition, on a formulé un ou plusieurs critères d'évaluation, totalement plus de 60 critères d'évaluation. Donc, on a formulé différentes alternatives pour les plages, avec des éléments de base pour les alternatives qui sont présents ici. Un élément de base, c'est qu'une partie des plages, c'est un littoral 1, KL1. On donne une partie de la plage à la mer, entre 1, 2 ou 3 mètres. Ou le littoral 2, c'est maintenir la laisse de passe actuelle où il est. Le littoral 3, c'est qu'on décale vers la lâche. Et le littoral 4, ça c'est vraiment d'aller dans la mer avec des algues de 1 à 2 km dans la mer. Les alternatives pas raisonnables qu'on a trouvées, c'est alternative XS, c'est une alternative avec le KL1, donc retirer la plage, c'est pas raisonnable pour des raisons différentes, je n'ai pas le temps de dire toutes les raisons. Et aussi, toutes les alternatives avec une arc d'île, on a dit que ça, c'est pas raisonnable. Il y a 3 raisons principales. Un, c'est qu'il n'y a pas assez de sable. Ça a un très grand impact écologique et aussi sur le tourisme, il y a un impact très grand qui est négatif. Et ça c'était surprenant parce qu'on a pensé que ça sera positif pour le tourisme, mais c'est négatif. Donc, il reste encore 2 alternatives qui sont raisonnables. Voilà. Le premier alternative, on l'appelle sur place, c'est le littoral 2, le KL2, par toutes les plages. Et on a fait, ça veut dire que on va faire une protection comme ça, des dessins qui sont juste des exemples pour illustrer comment ça peut se développer. Ce sont des solutions hybrides, donc vous voyez une digue et du sable en avant. Et où il y a des dunes, on a déjà décidé que les dunes restent des dunes. On ne va pas placer une digue avant les dunes, ça ne fait pas du raison. Les dunes restent les dunes. Le deuxième alternative, c'est vers la lâche, c'est le littoral 3. Donc, on va à la mer et la raison, c'est comme ça. Hein. On a la largeur de la plage maintenant et on veut que dans le futur, la même largeur de plage est le minimum. Hein. Et on veut aussi que la ligne de la mer, c'est le plus stable. Donc, dans la plupart des endroits, même, il y aura même une plage plus large que maintenant.
Ici, des dessins pour illustrer les solutions possibles. Si on fait comme ça, on a beaucoup plus de place pour faire des solutions. Ici, vous voyez les autres exemples. Les dunes restent les dunes. Et on place ici, dans cette alternative, une dune avant les dunes. Pour illustrer ici un exemple de Westhoek, près de la frontière franco-belge. Maintenant, c'est comme ça le mur. Donc, si on fait les coupes transversales, voilà, alternative sur place, pour plus 1 mètre, plus 2 mètres. Oui, et 3 mètres. Voilà. Ok, ça c'était très, très vite, mais j'ai refait ça. Et vous avez l'idée, hein, je pense. Voilà, ça c'est sur place. Et pour l'alternative vers la mer, vers le large, la limite supérieure, c'est ici qu'on fait très tôt, on va très tôt vers la large dans le maximum, hein, c'est comme ça, et ça reste comme ça, plus 2, plus 3 mètres, juste un peu plus de sable. Mais on peut aussi faire ça avec une limite inférieure, donc on reste sur place pour 1 mètre, on avance un petit peu pour plus 2 et plus 3, on avance une centaine de mètres. Voilà les 3 alternatives ici. La même chose pour les places où il y a des bâtiments, comme dans de Pana. Vous voyez ici une section dans le Pana. Voilà la vue maintenant. La situation actuelle, et on fait la même chose pour l'alternative sur place. Ici, c'est illustré avec une solution hybride. Vous voyez, à droite, il y a seulement des solutions hybrides et des dunes pour cette place, mais il y a des autres places où on propose les 3 possibilités. Digue, solution hybride ou une dune, si c'est possible. Mais ce n'est pas toujours possible d'avoir une dune dans l'alternative sur place. Ça, c'est une des avantages de cette alternative. Et la même chose pour l'alternative vers le large. Donc, si on fait tout ça dans un pas, on a quelque chose comme ça. Si on utilise la limite il y a quelqu'un qui a une limite inférieure, donc on peut rester sur place et on avance à 2 ou à 3 mètres. On avance dans la mer. Comme ça. Voilà. Ça sont les alternatives quand il y a des bâtiments à la mer. Et on a des cartes pour toute notre côte qui résument ça avec une vue comme ça. Évidemment, la liaison entre la côte française et belge, c'est très important pour nous. Donc, si on fait, on avance vers la lâche, on fait ça. Mais si vous, en français, en France, vous dites, oui, on va retirer notre côte, ça peut être... C'est un peu comme le tango, quoi. Vous avancez ensemble. Si vous disiez, oui, on va vraiment retirer, vous voyez qu'il y a un problème là. Donc, on espère qu'on peut parler avec vous et qu'on décide ensemble d'avancer. Autrement, oui, ça fait Le problème arrive chez nous, mais de façon plus forte. Hein? Si derrière, le problème va arriver chez nous de façon plus forte. Edouard, je vous demanderais d'accélérer un petit peu parce que... Oui. Donc, on a aussi étudié les alternatives pour les ports. On a étudié 3 stratégies de protection possibles. La porte restée ouverte, ça veut dire que tous les terrains, on va les monter.
où on utilise une barrière anti-tempête, puis on va aussi augmenter les terrains, mais pas si fortement, où on utilise des écluses, et puis on ne va pas plus augmenter les terrains. Pour le port maritime de Zeebrugge, la conclusion, c'est qu'il y a juste une alternative raisonnable, c'est que ça reste ouvert, mais pour le Maritima de Zeebrugge, c'est juste l'opposé. Donc, les deux solutions raisonnables, c'est placer une barrière anti-tempête ou une écluse. Pour le port d'Ostende, ce n'est pas encore décidé. Vous voyez, les trois solutions sont encore possibles. Dans la marina de Blankenberg, il reste seulement la barrière anti-tempête ou l'écluse comme solution raisonnable. Et en Newport, on est en train de bâtir maintenant déjà la barrière de tempête. Donc on a beaucoup de temps avant qu'on doit bâtir une nouvelle barrière de tempête. Mais ça c'est la seule solution possible pour les marines de Newport. Donc pas d'écluse. Ça c'est pas possible parce qu'il y a Natura 2000 territoires dans le port. Voilà, on va maintenant commencer avec la phase 2. C'est Très très vite, s'il vous plaît. un plan d'action stratégique. Donc ça sera à deux parties, une vision stratégique pour le long terme et un plan d'action pour les prochains 10 ans. Et après, on fait des autres plans d'action chaque fois pour 10 ans. Et voilà, on espère que demain, le gouvernement va décider et va approuver notre note d'initiation. Et puis, il y aura une mise à disposition de la note de notification dans le mai 2020. Et puis, il y aura le plan stratégique l'année prochaine. On a beaucoup de consultations avec beaucoup de gens et aussi avec la France. On a déjà eu 4 réunions avec des collègues français. Il y a des personnes ici dans la salle qui sont sur cette réunion. Et voilà, si vous souhaitez plus d'informations ou vous souhaitez être plus informé, visitez notre website ou contactez-nous avec cet email ou parlez avec moi. Voilà. Oui, vous restez avec nous toute la journée, de toute façon. Voilà, donc sur le moment désolé. Vous restez avec nous. Frédéric Barbet, alors vous travaillez au sein de l'institution des Watringues, qui est bien connue ici puisqu'elle rayonne sur le polder de l'A, sur le polder du delta de l'A pour être plus précise. Et vous aussi, au sein de l'institution, vous avez mené une étude prospective avec, je crois qu'elle n'est pas complètement terminée encore, mais avec 2 scénarios à 2050 et 2100. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors merci Madame Stasi pour cet accueil. Merci à M. Gamelin et Léa de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de faire cette présentation. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Si vous êtes déplacés, je pense que, à juste titre comme moi, vous vous sentez concernés par le changement climatique. Alors à titre personnel, puisqu'en tant que citoyen, aujourd'hui, on se sent tous plus ou moins concernés, que ce soit pour nous-mêmes ou nos enfants, mais aussi à titre professionnel, puisque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, M. Rimbaud, l'institution intercommunale des Watringues est un polder. Donc un territoire de 1000 km² qui s'étend entre Saint-Omer, Calais, Gravelines et Dunkerque, avec des terrains qui sont inférieurs au niveau marin. Et donc toute une protection qui est somme toute différente aussi. Donc, je ne vais pas forcément vous parler de la même modélisation sur le trait de côte, puisque nous, on a un lien directement à faire entre l'amont et l'aval, et donc le lien terre-mer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de cette étude qu'on a menée au titre de l'institution sur l'adaptation aux conséquences prévisibles du changement climatique. Je vais te laisser gérer directement, ce sera plus simple. Okay. Merci. Donc le contexte de l'étude, cette mission a été réalisée par CETEC, Hydratec et CEPIA, donc c'est un groupement de bureaux d'études qui a travaillé pour nous.
Le système des Watringues est donc un système très particulier de drainage de terre sous le niveau de la mer pour obtenir justement un territoire unique et qui est soumis à des risques de gestion de l'eau, que ce soit en termes d'inondation ou de quantité d'eau, je parle d'eau potable, avec une multitude d'acteurs sur ce bassin versant issu de la rivière de la Hague. Donc on est bien sur un delta plutôt sous forme géométrique que sous forme hydromorphologique, comme on peut l'entendre au titre géographique. Donc, le contexte face à l'évolution du changement climatique, il est multiple en termes de risques chez nous, puisqu'on a un développement territorial qui est quand même important, qui est existant aujourd'hui, qui risque aussi de se renforcer au fur et à mesure des années. Une réforme territoriale qui aujourd'hui implique que l'institution intercommunale des Watringues est compétente sur la gestion de tous les canaux, en tout cas qui sont les plus gros pour évacuer à la mer. Ces ouvrages à la mer sont également sous notre gestion. Et nous avons également la charge de mettre en place des politiques de PAPI, donc programme d'aménagement et de prévention des inondations, et le programme de SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux du delta de la Hague. Donc cette étude avait pour but principaux d'établir les performances et la robustesse du système face à l'évolution des risques liés au changement climatique et savoir également comment préserver la ressource en eau et satisfaire les usages qui en dépendent, puisqu'il faut savoir que le delta de la Hague ne bénéficie pas de ressources propres et qu'à l'heure actuelle, en ce qui concerne l'eau potable, on a directement l'eau de l'Audomarois qui arrive chez nous. Et le dernier point, c'était comment consolider la gouvernance et le financement. Donc, dans ce contexte et ces objectifs, on a phasé l'étude en 5 phases différentes. La première qui va concerner plutôt la situation actuelle du territoire avec un diagnostic de ce qu'on peut trouver en termes d'enjeux. Ensuite, une phase 2 avec les facteurs d'évolution dans le cadre de ce changement climatique, avec des hypothèses et scénarios qui sont modélisés. Une phase 3 qui reprend les différents enjeux avec les risques, les tensions et la complexité entre la gouvernance et les systèmes de gestion de cette eau. La phase 4 qui part sur des solutions co-construites de stratégie. Et puis une phase 5 avec des compléments d'études et vraiment une mise en œuvre de stratégie qui sera décidée. Donc le processus envisagé, c'est toujours le même, on part en entonnoir avec des pistes de solutions envisagées en fonction des secteurs et des enjeux, et au fur et à mesure, on descend vers une stratégie de plus en plus spécifique avec des pistes d'outils et d'actions à mettre en place. Concernant la phase 1 de diagnostic, on a pu opérer sur différentes thématiques. Donc là, je vous ai synthétisé en fait les différents éléments de diagnostic qui ont été mis en avant sur la situation des territoires face aux risques, par exemple ici des inondations continentales. Donc on vous présente notamment les atouts. Tu peux revenir un petit peu en arrière, merci. Les atouts qui sont fléchés, bon, en haut là-bas. Les faiblesses, mais aussi les opportunités et les menaces. Donc, par exemple, sur les inondations continentales, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des ouvrages d'évacuation à la mer qui sont efficaces. Mais qu'adviendra-t-il demain avec des renouvellements de pompes à venir et des systèmes qui sont vieillissants, mais également du fonctionnement et de l'entretien qui va être de plus en plus important. Si les événements sont plus nombreux et plus fréquents et plus forts, il va falloir mettre à contribution ces pompes pour pouvoir continuer d'évacuer, en sachant que l'augmentation du niveau marin limite largement l'écoulement gravitaire à la mer, puisqu'on a 45% des pompages qui vont devoir augmenter en fait lors des marées de Morteau et 20% au moment des marées de Viso. Donc on aura des marées plus hautes qui vont nous empêcher de faire du gravitaire. Sur la submersion marine, on a effectivement un cordon dunaire et 69 km d'ouvrages de défense côtière qui sont potentiellement soumis à un risque de submersion marine modéré. Des faiblesses, puisqu'on a des érosions qui sont localisées, on a des franchissements de protection qui se font sur certains secteurs, on pense notamment à Brédune ou à Dunkerque. Et puis on a par exemple des ruptures d'ouvrages de protection qui sont potentiellement possibles. Et une gouvernance qui est complexe, puisqu'on a des répartitions en France de compétences. Alors, je ne sais pas comment ça se passe par exemple en Belgique, mais en tout cas chez nous, la compétence peut être répartie entre plusieurs établissements, ce qui ne facilite pas forcément les choses pour pouvoir mettre des actions en place. Mais on y travaille. Voilà, donc ensuite on a travaillé sur le diagnostic par rapport au ruissellement, puisque ce territoire de Polder est soumis au ruissellement. Donc c'est toute l'eau qui tombe sur les coteaux, notamment, donc on est entouré de coteaux en amont du territoire.
Les atouts, donc l'action hydraulique douce est largement développée, notamment sur certains secteurs, notamment à l'ouest. On a également des faiblesses, puisqu'on a de la nature de sol qui est argileuse, on a des fortes pentes, on a des pratiques historiques agricoles avec des récoltes automnales qui se font tous les ans, de la conception de l'assainissement des routes qui favorise aussi le ruissellement. On a l'artificialisation des sols, puisque ça c'est une menace. On peut passer de 20 à 45 hectares par an d'artificialisation. Et donc l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de fortes précipitations va forcément contribuer à ces événements de ruissellement. Ensuite, on avait discuté également avec le bureau d'études de cette partie raréfaction de la ressource, puisque même si on va avoir des éléments qui sont un peu plus déchaînés qu'avant et donc qui vont contribuer à de la pluviométrie plus importante ou plus fréquente, ou en tout cas des événements plus forts, on a quand même une raréfaction de la ressource qui va se produire. On en a déjà les effets depuis quelques années, puisqu'on est quand même soumis à des périodes de sécheresse, même dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Donc on a justement ce déséquilibre qui commence à se faire sentir, même si jusqu'à aujourd'hui ce n'était pas forcément notable. Donc on a une gestion économe des eaux de surface qui se fait déjà avec des partenaires comme VNF ou les sections de Watringue. Mais on a un accroissement des besoins qui va être lié justement à ces périodes de sécheresse, qui va être non négligeable et qui va nécessiter soit d'effectuer de la recharge hivernale un peu plus conséquente ou de dépendre de certains transferts qui sont déjà d'ailleurs à l'heure actuelle mis en place entre le Dunkerquois par exemple et le Domarois. Mais ce sont des contraintes fortes auxquelles on aura du mal à trouver des solutions. Donc la phase 1 de diagnostic s'étant terminée, on est passé à la phase 2 où on a surtout travaillé sur les hypothèses et scénarios climatiques dans le cadre des modélisations. Donc là, c'est pas 2010, hein, c'est 2100, il y a une petite erreur, on est d'accord. Donc on a des hypothèses de forçage climatique qui ont été retenues sur la base des données de RIAS et GIEC, donc c'est notamment le RCP 4,5 et 8,5 qui ont été pris en considération, avec une augmentation des précipitations hivernales, l'élévation du niveau marin, la diminution des précipitations estivales, mais aussi l'augmentation des températures estivales. Alors pourquoi on a pris deux horizons ? Parce que 2100, c'est la plupart du temps ce qu'on utilise en termes de données, en tout cas années de référence pour faire des simulations, sauf que la plupart d'entre nous, en 2100, ne travaillons plus pour le changement climatique, et la plupart des gens ne voient ça que trop loin, et donc 2100, pour eux, c'est beaucoup trop loin, donc de toute façon, ils ne seront pas concernés. C'est pour ça aussi qu'on a voulu revenir sur un horizon plus proche, parce que le 2050, il est important aussi, étant donné que c'est dans 20 ans. C'est pas très loin. Ça parle à beaucoup de gens, que ce soit les gens qui sont âgés, moins âgés, très jeunes, plus jeunes, enfin voilà. Donc on a voulu faire ces deux horizons, avec justement les forçages qui vous sont présentés ici, donc avec des horizons moyens, des horizons lointains, et différents pourcentages ou élévations du niveau de la mer qui sont envisagés. On a donc testé plusieurs choses dans le cadre des débordements, mais aussi dans le cadre de la ressource en eau. Donc on a simulé les casiers inondés, puisqu'il faut savoir que le territoire du polder, qui est ici, il est drainé par beaucoup de réseaux et de canaux principaux. Et donc tous ces réseaux de drainage permettent d'isoler ou non des casiers. Donc c'est les espèces de parcelles agricoles que vous pouvez voir et qui peuvent subir des inondations. Et donc on a testé notamment ces événements avec des horizons moyens et des horizons lointains. Et on peut considérer en fait que pour 2050, on aura entre une élévation de 30 à 36% des casiers inondés. Et si on prend l'horizon maximal, on aura entre 37 et 68% des casiers qui seront inondés. Donc ça fera beaucoup de parcelles agricoles supplémentaires qui subiront ces impacts, notamment liés au débordement. On a travaillé également sur les simulations qui concernent les populations communales, donc à savoir, aujourd'hui on a un nombre d'habitants qui est en présence dans le polder. Demain, avec les forçages climatiques qui vont apparaître, combien d'habitants seront concernés justement par ces casiers inondés? Et on constate qu'à l'horizon 2050, on aura entre 8 900 et 29 000 habitants qui seront concernés par ces casiers inondés. Et à l'horizon 2100, ce sera quasiment 60 000 habitants qui seront concernés. Donc
On a quand même une population importante démographique qui vit ici et qui est en présence et va subir justement ces scénarios liés aux incidences du changement climatique. Concernant les débordements, on ne peut pas couper, nous, en tant qu'institution intercommunale des Watringues, au sujet des volumes pompés. Donc il faut savoir que l'eau qui coule depuis les coteaux arrive dans le polder, et une fois qu'on arrive dans le polder, on doit prendre cette eau pour l'évacuer à la mer. Soit on est à marée basse, les portes sont ouvertes et tout descend en gravitaire, soit on est à marée haute, les portes sont fermées, et là il faut prendre l'eau qui continue d'arriver à l'amont pour la rejeter à la mer. C'est là qu'on met en action les pompes. Donc ces volumes de pompage vont continuer d'arriver de manière plus conséquente, et donc avec des périodes de retour qu'on a pu mettre en place. Donc par exemple un événement de période de retour 100 ans, vous voyez ici sur le graphique, on a testé la période de retour 100 ans et la période de retour 10 ans. Il faut savoir que pour un événement décennal, on va passer en fonction des scénarios. Alors le RCP 4,5, on aura une récurrence de 4 à 5 ans au lieu de 10, ou 1 à 2 ans si on prend le RCP maximum. Pour un événement centenal, on va passer à 35 ans de récurrence ou 9 ans en fonction du RCP qui est choisi. Ça veut dire que les événements qui aujourd'hui sont considérés comme assez exceptionnels vont arriver quand même de manière beaucoup plus fréquente. Donc voilà, ces volumes qui vont être pompés, ils vont forcément augmenter. On estime à peu près à 60% cette augmentation. Donc il va falloir trouver les moyens de continuer d'évacuer dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui énergétique. Le dernier point qui concerne les débordements sont les dommages aux habitants. Donc il faut savoir qu'effectivement, on a des dommages qui sont causés, ne serait-ce que sur le bâti. Et donc pour les différentes périodes, pareil, d'événements, centenales ou décennales, on a une augmentation quasiment de 130% des dommages en milliers d'euros qui sont estimés pour des périodes de retour entre 10 ans qui passent à 5 ou 2 ou 3 ans. Et 100 ans, on est sur des événements qui vont arriver de manière plus fréquente à hauteur de 30 ou 40 ans, ou tous les 7 ans. Donc c'est des coûts non négligeables. Sur la submersion... Assez rapidement aussi, Madame Barbel. Ok. Merci. C'est ça. Sur la submersion marine, on a testé l'élévation du niveau marin. Donc de la même façon, sur des périodes de retour d'événements de 50 ans, par exemple, en situation actuelle, on va arriver sur des événements plus fréquents avec des élévations de niveau marin de 30 cm qui vont apparaître plutôt tous les 4 ans ou tous les 9 ou 3 mois en fonction de ce qu'on utilise comme forçage. Sur les étiages, on a testé les capacités du territoire à subir justement ces périodes d'étiage. On a réalisé plusieurs cartographies, vous les retrouverez de toute façon sur les sorties de séminaires, pour les besoins en externe du territoire, puisqu'on n'a pas de ressources propres. Donc on a forcément une augmentation liée aux épisodes de sécheresse qui va être très très importante. Tu peux passer ? On a testé ces besoins en eau estivale, notamment par rapport aux besoins agricoles. Donc vous voyez, plus on avance sur les années où les RCP, et plus c'est rouge, 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 rouge. Donc ça veut dire que des millions de mètres cubes supplémentaires par hectare, en tout cas sur la totalité du territoire, vont être nécessaires. Ce qui est assez problématique sur le territoire, puisque l'enjeu, c'est de savoir évacuer l'eau l'hiver, mais aussi savoir la conserver l'été. Donc on est vraiment sur un paradoxe complet. Donc ces besoins, ils ont été estimés. On a des millions de mètres cubes supplémentaires qui ont été testés, en tout cas qui sont sortis des conclusions, avec une augmentation d'une quarantaine de % des besoins. La phase 3 concernait les enjeux et l'évaluation détaillée des solutions envisageables. C'est là qu'on a commencé à réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir mettre en place. Donc on vous a listé ici, de manière géographique, la plupart des enjeux de demain. Avec ensuite une opération qui a consisté à hiérarchiser des actions. Je ne vais pas les lister, vous avez ici, par orientation générale, les exemples d'actions. Ce qu'on a pu lister en atelier, notamment avec les différents comités de pilotage, comités techniques, et surtout avoir une réponse aux objectifs par rapport à une mise en œuvre qui soit établie. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'établir des actions si derrière on sait que pertinemment on ne la mettra pas en place. Donc plus c'était rouge, plus c'était laborieux à mettre en place, donc il fallait plutôt viser les actions dans le vert. Ça, de la même façon, on a travaillé donc sur les débordements, mais aussi sur l'aspect ressources en eau, notamment en été et en période d'étiage. Et ensuite,
on a proposé, dans le cadre d'une phase 4, 3 objectifs principaux, et ensuite on les a déclinés, donc, parce qu'une stratégie pour définir la limitation du ruissellement, des débordements dans les secteurs en jeu, mais aussi faire face à la raréfaction de l'eau ou au risque de submersion marine, cette stratégie, il faut la partager. Si elle n'est pas partagée, ça ne marche pas. Donc cette réalisation, elle s'est faite durant la phase 4 par le biais d'ateliers de concertation à destination soit des gestionnaires des milieux naturels, du volet milieux naturels, soit à destination des aménageurs pour le volet urbain ou de la profession agricole. On a également eu 4 réunions d'échange et de concertation sectorisées avec les agriculteurs du territoire pour pouvoir justement discuter de ces actions retenues dans le cadre de ces ateliers et pouvoir en débattre avec chacun pour savoir quelle était la possibilité de mise en place pour répondre aux différents enjeux, que ce soit raréfaction de l'eau, risque de submersion ou ruissellement, débordement. Donc ça, elle vient de se terminer. On va passer bientôt à la phase 5, donc, pour définir justement la stratégie à adopter avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés sur les 3 thèmes qu'on vous a présentés. Et donc, on devrait notamment terminer cette phase au mois de juin. Voilà, avec un prochain comité pilotage qui devra définir cette stratégie et cette mise en œuvre, en sachant qu'il ne faut effectivement pas perdre de vue ce qu'on veut protéger et à quel niveau de protection on le place. Monsieur Ménard le rappelait tout à l'heure, il faut faire avec la mer plutôt que contre la mer. C'est un paradigme qui peut être différent en fonction des pays. Donc il faut savoir ce qu'on veut protéger et à quel niveau on place le curseur. Et il ne faut surtout pas oublier que toute action a un coût et qu'il faut forcément le répercuter quelque part. Quelle conclusion!